Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Mon invitée a fait de la politique et même si elle le dit dans son nouveau livre, qui a un titre qui m'a tout de suite interpellée, Quand la politique fait fuir les femmes, : un système à réinventer. Elisabeth Labelle pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes politiciennes ne durent pas, ne font pas long feu et parfois se font éjecter? Il y a un exemple dans l'actualité aujourd'hui avec Chrystia Freeland. On vient d'apprendre justement qu'elle allait quitter son poste de ministre. Ce qu'on sait, là, ce que j'entendais entre les branches, c'est qu'elle resterait dans le caucus tout de même, mais avec comme envoyée spéciale en Ukraine, mais à partir d'Ottawa à court terme. En tout cas, c'est comme pas clair. Elle qui a des liens avec l'Ukraine aussi, là, quand même. Là. Oui, mais bon, elle a quand même été à l'origine du putsch qui a fait tomber Justin Trudeau. Elle s'est présentée pour être premier ministre du Canada, puis elle voulait quand même, je pense, faire sa place et tout. Et là, bon, c'est une femme qui quitte d'une certaine façon un poste de pouvoir et d'une certaine de la politique. Elisabeth Labelle, merci d'être là. Merci de me recevoir en cette journée quand même marquante. Ben oui, vous en pensez quoi? En librairie, déjà. C'est ça, de votre mais aussi, c'est ça, l'actualité continue de traiter du sujet de mon livre. Finalement, ça s'écrit, ça continue de s'écrire. Ben oui, voilà. Pendant que j'écrivais le livre aussi, il y a eu le départ de Marois Risky, de Christina Michaud. Donc, même en écrivant le livre, il y avait des départs de femmes en politique. Donc, ça rendait ça d'autant plus pertinent. Depuis les 3 dernières années, là, oui, exactement. Ça a été quelque chose. Oui, c'est ça. C'est un peu l'origine de l'essai parce que je remarquais, comme simple citoyenne, là, en consultant l'actualité, une après l'autre, des annonces de femmes à tous les paliers, municipal, provincial, fédéral, des femmes brillantes qui quittaient leur poste. Puis ça a commencé à m'inquiéter, honnêtement. Ça m'a préoccupée. Et alors que j'observais ça moi-même, ma trajectoire de militante politique m'a amenée à prendre une pause. Donc, c'est devenu plus personnel aussi, le sujet de cette Parce que vous avez milité avec Québec solidaire. Oui. Vous êtes même présenté, comme vous dites dans votre livre, vous aviez votre face sur un poteau, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu. Non. Bon, vous n'avez pas été élu, mais vous êtes resté dans le giron de QS. Vous avez même beaucoup travaillé avec Émilise Lessard-Terrien, qui a été co-porte-parole de Québec solidaire et qui, d'ailleurs, signe la préface et qui dit qu'elle a été tellement déçue. Et je la cite, elle dit « Une déception qui dépasse largement notre propre expérience et qui n'est au bout du compte qu'une preuve supplémentaire que le système n'est pas encore prêt pour faire une vraie place aux femmes dans l'organisation du monde. Ce monde qui a pourtant cruellement besoin de bienveillance radicale et de gestes courageux pour assurer son avenir. Des qualités et de compétences qui coulent dans les veines des femmes depuis des siècles, habituées à prendre soin. » C'est sûr que ça vient me chercher. Moi, ça m'a parlé. Toi, ça te parle-tu, Fred? Je pense que, comme citoyen, ça devrait tous nous parler. Complètement. Puis la question que je me pose, c'est, on sait que c'est extrêmement difficile, la politique. Donc qu'est-ce qui légitime une critique envers une femme? Qu'est-ce qui est une critique envers une politicienne? Puis qu'est-ce qui est une critique envers une femme, dans le fond? C'est où l'espèce de limite, là? Parce que je trouve que c'est aussi féministe de s'attendre au meilleur de nos élus. Complètement. Peu importe si c'est des hommes ou des femmes. Donc, mais tu sais, on a encore un exemple dernièrement avec François Legault. Tu sais, donner l'étiquette de Cruella à l'ex-ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, c'est comme un peu chien quand même. Oui, tu sais, c'est qu'on aime France-Hélène Duranceau ou pas. C'est chien pareil. Moi, je l'aborde la perspective d'un premier ministre, d'un homme dans un poste d'influence, qui est un modèle, tu sais, pour beaucoup d'hommes au Québec, tu sais, qui a un poste quand même d'importance et qui, au moment d'annoncer la nomination d'une femme à un poste d'importance aussi, qui la décrédibilise comme ça devant tous ses collègues et devant les médias, toute la presse, en faisant une blague plutôt mauvaise aussi, elle n'était pas particulièrement excellente. Tu sais, ça heurte, ça blesse, puis ça intériorise certaines choses. Moi, je pense beaucoup à comment des femmes reçoivent ça, peu importe, encore là, notre appréciation de France-Hélène Duranceau. Tu sais, je pense qu'on intériorise ces choses-là comme,
cette femme-là est nommée au Conseil du Trésor. Il n'a jamais dit Pierre Fitzgibbon, c'est le Terminator. Il l'a jamais on se rappellera que Sonia Lebel aussi, quand elle a été nommée au Trésor, mon trésor au Trésor. Ah oui, oh mon Dieu, ça, là, c'est tellement paternaliste. Moi, ça me fait penser à Monique Jérôme-Forget, qu'on appelait la Dame de Fer. Voilà, je me dis, est-ce que, bon, peut-être que je vois trop ça avec des lunettes roses, est-ce que la Dame de Fer, c'est plus joli que Cruella, tu sais, dans le sens où je pense... Moi, ce que j'ai entendu en premier... genre, elle tient sa sacoche. C'est comme, tu sais, Pauline, les foulards, les colliers de perles, Pauline Marois, c'est fou, là. Mais moi, quand j'ai entendu Cruella la première fois, j'ai pensé, elle va être féroce parce qu'on a besoin de serrer la ceinture au niveau des dépenses publiques. C'est ensuite que j'ai compris que ça peut être vu comme une insulte aussi. Oui, mais Elisabeth? Moi, je questionne le fait de faire cette remarque-là tout court. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de qualifier une femme qui se fait nommer dans un poste comme celui-là, de lui donner une couleur ou de faire ce genre de remarque-là, de noter ça? Moi, ça me fait penser que c'est encore une exception de nommer ces femmes-là au pouvoir, dans ces postes de pouvoir-là, puis quasiment un malaise peut-être du premier ministre de nommer ces femmes-là. Il le fait, mais il faut toujours qu'il ajoute une petite remarque quand même. Ça peut pas être juste une nomination comme les autres. Ouais. Et donc, dans votre livre, vous dites vraiment beaucoup de choses. Comme vous voyez, il est très annoté. Vous dites, dans le fond, si je résume, il y a un boys club en politique, puis on s'en sort pas. Et les quelques femmes qui arrivent à briser ce qu'on appelle le fameux plafond de verre, là, qui leur permettrait d'accéder au haut lieu du pouvoir. Ce plafond de verre, je pense que c'est Dominique Anglade qui disait qu'il y avait comme explosé. Non, c'est celle du Parti vert. C'est ça. Exact. Qu'elle avait dû ramper sur les éclats par la suite. C'est ça. Il y avait comme explosé en pleine face ce plafond de verre. Mais je veux dire, de Pauline Marois, en passant par Louise Arel jusqu'à Marois Risky et d'autres, Catherine Fournier qui écrit un livre aussi sur la politique, elle qui a envie de faire la politique autrement. Ce qu'on voit, c'est que c'est difficile pour les femmes en politique. C'est ça votre conclusion? Oui, c'est très difficile. Puis le livre, c'est une observation du système au niveau, je parle du municipal, du provincial, du fédéral et de l'international, mais c'est aussi une quête personnelle à savoir... Est-ce que j'ai envie de poursuivre mon implication politique parce que je m'intéresse à la politique depuis que je suis jeune? Ça fait partie de moi. J'ai un désir d'engagement qui est fort, j'ai des opinions, j'ai des idées. Mais c'est triste de constater, après m'être trempé l'orteil dans ce monde-là, qui m'est hostile encore d'une certaine façon, puis qui a encore des choses, si je lisais des rapports qui dataient d'il y a 30 ans, j'ai 30 ans, donc à ma naissance, ce rapport-là est sorti, et je le lisais et je reconnaissais encore les mêmes écueils, les mêmes enjeux. Donc, est-ce que, en toute connaissance de cause, j'ai envie de m'impliquer à nouveau? C'est un peu ça aussi la quête dans cet essai-là, en fait. C'est une belle quête, mais c'est aussi très rationnel dans la mesure où vous avez raison. Vous citez beaucoup d'études et pas les moindres. Entre autres, une étude publiée l'année dernière dans le Harvard Business Review. On peut pas les taxer de ultra-féministes, qui dit que finalement, les dirigeants sont plus émotifs que les dirigeantes en période d'incertitude. Il y a des chercheuses qui se sont intéressées à plus d'une centaine de leaders en Europe au moment de la COVID, dans les années 2019, 2020, 2021. Et durant cette période-là, finalement, les femmes qui étaient leaders avaient peut-être un niveau d'anxiété plus élevé, mais elles étaient en mesure de mieux le contrôler, ce niveau-là. Et c'est pas devenu des comportements abusifs ou problématiques, contrairement à leurs homologues masculins. Ça vient de détruire ce mythe parce que souvent c'est ça, on dit les filles quittent ou les femmes quittent parce que c'était trop pour elles, elles n'étaient pas capables d'en prendre, elle est bien émotive. Exactement. Alors que finalement, ça là, c'est comme ça fait partie de cette socialisation. Oui, tout à fait. Les mythes qu'on entretient, tout les stéréotypes qu'on entretient. Fatigant ça. C'est fatigant. Ça colle encore. Et c'est faux, tu sais, c'est faux. Mais je vois aussi une différence dans l'émotivité au niveau de l'impact que ça a sur les actions, puis l'émotivité au niveau du ressenti. Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux chemins aussi à cet égard, puis il faut travailler là-dessus. Bien, je pense que les femmes sont plus encouragées dès un jeune âge à avoir une intelligence émotionnelle plus développée, disons, que les hommes encore aujourd'hui. C'est davantage valorisé, le prendre soin, l'empathie. Puis c'est
des belles qualités à avoir en politique. En quelque part, on va en politique pour le bien commun, pour le collectif, entre autres pour aider des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait rechercher comme qualité dans nos élus. Je pense que c'est vraiment important pour les femmes d'entretenir ces qualités-là. Mais en effet, des fois, il y a la perception d'être leader en situation d'autorité où là, ça pourrait devenir négatif dans la perception des gens. Mais au final, ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est que les femmes, oui, avaient ce ressenti-là, peut-être une anxiété supérieure, mais ça ne se traduisait pas par des comportements problématiques, contrairement aux hommes. Ouais. Et c'est ça. Ça vient jouer sur des perceptions qu'on peut avoir, des idées préconçues. Et nous, au Québec, souvent, quand on a ce discours-là qui essaie de convaincre les gens qu'il y a encore un boys club, soit dans le milieu des affaires, parce que c'est un peu pareil, soit dans certains milieux de haute sphère intellectuelle, en génie, en technologie, par exemple, ou carrément en politique, effectivement, bien là, on nous dit « Oh, écoute, arrête tes théories féministes, c'est fatigante. » Alors que dans le fond, et parce qu'on dit... On a la parité depuis longtemps, puis au Québec, on le sait, on est pas mal égal, on a réglé ça. Or, c'est faux, parce que regardez, encore un autre exemple dans l'actualité, le remaniement ministériel. Oui. On a perdu cette parité. Oui, on est à 40 % de femmes, alors qu'il y a quand même un bassin élevé là, de députés. Là, on a quand même atteint, on s'est approché de la parité en termes de députation. Donc, il y avait un bassin de femmes. Je pense que, si je ne me trompe pas, il y a eu 5 députés qui ont été promus ministres. Et parmi ces 5-là, donc, c'était 4 hommes, une femme. Exact. C'est vrai qu'on a une représentation, on a des femmes qui s'occupent de ministères importants comme l'éducation, mais quand même, tu sais, 40 %, 60 % d'hommes, pour moi, c'est pas vraiment paritaire. Comme là, avant, c'était 14 femmes, 15 hommes qui formaient le caucus. Maintenant, c'est 20 hommes et 12 femmes. Et j'ajouterais qu'il y a 2 postes quand même d'importance, le whip et le directeur du caucus, qui sont des hommes aussi qui ont été nommés à ces postes-là, qui s'ajoutent au leader parlementaire Simon-Jolin Barrette, qui est un homme, et au directeur de cabinet de François Legault, qui est Martin Koskinen. Donc, tu sais... Qui emmène large. Oui, qui emmène très large. Là. Dans le livre, je mentionne, là, l'actualité avait fait un palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec. Martin Koskinen se retrouvait au 10e rang, Geneviève Guilbeault au 20e rang, qui était alors vice-première ministre du Québec quand même. Là. Donc, oui, le Boys Club existe. Il existe à la CAQ, au sein du gouvernement, mais ce qu'on voit, c'est ces petites chambres d'écho masculines se retrouvent dans d'autres partis, se retrouvent au fédéral. Donc, le Boys Club existe encore. Il est encore plutôt hermétique. De temps à autre, il y a des femmes qui arrivent à le percer, mais c'est pas facile. C'est magnifique de voir les commentaires qui entrent. C'est vrai, il y a des bons commentaires? Oui, mais on a ici vraiment les deux solitudes, là, hommes et femmes, parce que Linda dit c'est plus souvent les hommes en chambre qui se chicanent. Puis Roger de Montréal dit les femmes n'ont pas besoin des hommes pour se mépriser l'une et l'autre. Il doit y avoir pire entente que Cruella dans les salles de bain des tours de bureau du centre-ville. La rivalité féminine, j'en parle aussi dans les livres. Qui a écrit ça? Roger de Montréal. Bon, ben Roger, merci d'amener ça, parce que j'allais quasiment oublier la question, parce qu'il y a tout un chapitre où vous en parlez, sur la Elisabeth, solidarité féminine, la belle, sororité. Voilà, vous parlez de ça parce qu'on dit souvent, les femmes entre... Exactement ce que Roger vous dit, c'est-à-dire qu'on saillit entre nous puis qu'on veut tous se faire des coups de poignard dans le dos, ce qui voudrait dire qu'on serait pas meilleur que les gars, puis au contraire, même pire, puisque les gars, vous avez quand même ce boys club qui vous tient serré solide. Or, vous dites, en politique, les femmes, quand même, sont solidaires. Oui, on a eu beaucoup d'exemples à travers l'histoire d'exemples de transpartisanerie où les femmes se sont unies pour faire avancer un projet de législation. On n'a qu'à penser à Véronique Yvon, là, qui a marqué le Québec de par sa capacité à travailler avec les autres, avec d'autres femmes, entre autres. Mais on a vraiment salué ça quand elle a quitté la politique, justement. Les tribunaux aussi, pour agression sexuelle. Absolument. Donc, il y a des exemples, mais pour faire du pouce sur ce que je disais précédemment sur le Boys Club, justement, qui est difficile à percer, malheureusement, je pense qu'il y a un effet pervers de ce Boys Club plutôt hermétique, c'est qu'il y a très peu de place, il y a très peu de femmes qui arrivent à le percer. Et pour y arriver, parfois, certaines d'entre elles vont se résoudre à la compétition, à la rivalité pour arriver à percer ce Boys Club-là parce que c'est tellement difficile. Elles endossent les habits masculins de la politique. Il y a beaucoup de misogynie intériorisée. Parfois, on va les appeler les Boys Clubbers. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre à défendre le Boys Club pour en faire partie, pour arriver à l'intégrer. Mais ça vient de ce club exclusif là, qui est difficile, qui est assez hermétique. Et les femmes, parfois, se résout à ça, malheureusement. Il y a un bon commentaire de Jeanne. Janine de Québec, elle dit « Je suis féministe et contre la parité. Tout ce que je veux, c'est que la personne la plus compétente occupe le poste. » Est-ce qu'on pense de Janine?
Ben, Jeanne, je pense. Ouais. J'ai un chapitre justement à la fin sur la représentation des femmes parce que, bon, le contexte de l'essai aussi est particulier. J'ai commencé à l'écrire alors que Donald Trump était en campagne, était réélu aussi par la suite. Les droits des femmes menacés, le renversement de Roe v. Wade. Puis je me disais... Sur l'avortement. Si on perd une à une les femmes en politique et qu'il y a tout ça qui nous menace, qui menace nos droits, qui sera là pour résister? Et le dernier chapitre, justement, s'interroge sur, mais est-ce que plus de femmes en politique veut nécessairement dire une meilleure protection de nos droits? Et justement, ben oui, c'est important, la représentation, pour toutes sortes de raisons. C'est très louable de militer pour la parité parce que, veut pas, on représente 50% environ de la société. Mais il faut aussi s'intéresser aux idées de ces femmes-là, puis il faut donc, à mon avis... Les enjeux féminins ne seraient jamais abordés s'il n'y avait pas des femmes. Absolument. Elles sont porteuses d'une expérience qui leur est propre. Complètement. Mais par rapport à mes valeurs, moi, féministes, justement, par exemple, la protection du droit à l'avortement, ben, il faut s'interroger sur est-ce que ces femmes-là, justement, ont des valeurs féministes. Il existe des femmes. Marine Le Pen est une femme. Elle est de droite. Marjorie Taylor Greene aux États-Unis est une femme anti-avortement, pro-arme à feu. Donc, il faut aussi s'interroger sur les idées que ces femmes-là véhiculent, quelles sont leurs valeurs. Donc, oui, pour la représentativité, je pense pour donner des modèles à nos filles, montrer qu'elles peuvent être politiciennes, qu'elles peuvent être chefs d'État, c'est super important. Mais il faut aller plus loin que ça. Et c'est ce que je dis dans ce chapitre-là, c'est qu'il faut non seulement plus de femmes en politique, mais il faut plus de femmes féministes en politique et dans des postes clés. Parce que on l'a vu à l'Assemblée nationale. Il y a une fausse parité aussi. Ben, on s'est approché de la parité, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le Boys Club il est encore assez vigoureux. Oui, puis vous le démontrez, depuis les 50 dernières années, les femmes occupent souvent conditions féminines, voilà. Les petits ministères avec peu de budget et peu de pouvoir, finalement, culture. Exact. Qui sont quand même importants, des ministères importants, mais c'est vrai que la santé, l'éducation, bon, Sonia Lebel est maintenant là. C'est très bien, mais quand même, des ministères d'importance, les finances, c'est pas toujours le cas. C'est encore des anomalies. Puis c'est là où, en lisant la biographie et les mémoires de Dominique Anglade, là, où elle revient en fait sur son parcours, là, elle parle de la distinction entre avancées et acquis. Les avancées sont importantes, sont marquantes, mais la présence des femmes en politique, le fait qu'elles occupent des postes de pouvoir, on peut pas dire que ce sont des acquis parce que c'est encore exceptionnel. Tu sais, ça fait encore le titre des journaux, des médias, quand une femme est élue à un poste de pouvoir. C'est pas normalisé encore et c'est fragile. Une avancée, on peut reculer. C'est ça que ça implique aussi. Oui, mais je retiens le commentaire de Jeanne qui dit, moi, je veux la meilleure personne. C'est sûr qu'on veut la personne la plus compétente. Janine, mon Dieu, je vais mettre mes Pas de problème. C'est-tu Janine? Oui, j'ai bien vérifié. C'est Janine! On s'excuse, Janine. Voilà, c'est Janine. Et c'est vrai que, mais souvent, quand on dit ça, c'est parce qu'on suppose peut-être que c'est peut-être pas les femmes qui sont la meilleure personne. Oui, mais ça peut l'être tout à fait. Là. Justement, Elisabeth Labelle, vous devez être une grande fan de Danielle Smith. Ben c'est ça. Première ministre de l'Alberta? Non, pas tout à fait. Mais c'est exactement ce que je dis. C'est oui, des femmes pour toutes sortes de très belles et bonnes raisons. Je crois en la parité pour ces raisons-là, mais il faut s'interroger, il faut aller plus loin. Puis parfois, des hommes féministes, je prends par exemple Tim Walz, qui a été le candidat à la vice-présidence de Kamala Harris, qui a fait beaucoup pour défendre le droit à l'avortement au Minnesota. Ben c'est un allié. Puis moi, je pense qu'il faut tendre la main aux hommes féministes. Il y en a, et tant mieux, s'il y en a en politique qui ont envie de travailler avec des femmes tout aussi féministes pour faire avancer les droits, faire en sorte qu'on ait une société plus égalitaire, parce que ça revient à ça, le féminisme, là, c'est carrément ça. Mais c'est aussi simple qu'il y ait un spectre d'opinion politique, autant chez les hommes que chez les femmes. Absolument, c'est pas un groupe monolithe. Hein, ça serait essentialiste de dire le contraire. Ouais. Alors, je vais revenir avec ma marotte. La journée où il n'y aura plus de partisanerie, là, on va pouvoir faire une politique qui a plus peut-être d'humanité. Qui va être plus utile. Merci beaucoup, Elisabeth Labelle. Vraiment, je recommande chaleureusement Quand la politique fait fuir les femmes, un système à réinventer, parce que il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans, puis ça transcende ne serait-ce que tout le côté femme versus homme en politique. C'est aussi tout le système politique que vous remettez en question d'une certaine façon. Vraiment avec des pistes de solutions. Voilà, exact. Des questions soulevées, des pistes de solutions qui sont soulevées aussi. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça fait plaisir, merci.